Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De la compta au service bancaire, la trajectoire sans faute de Penny Lane. Arthur Waller, CEO et cofondateur de Penny Lane. On a de la demande pour le coup, de l'international, soit des pays qui ont un plan comptable très proche du plan comptable français. Le Luxembourg en est un, tu as tous les pays d'Afrique francophone qui ont des plans comptables et qui sont équipés de Sage souvent. Et après, le marché qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est l'Allemagne, où tu as un monopole de Datev, qui a un outil extrêmement vieillissant, encore une fois extrêmement complet également, qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Et donc on aimerait bien aller titiller Datev à un moment. Alors que la première discussion avec Arthur en 2020 était plutôt centrée sur le lancement de la startup et le setup tech et opérationnel, nous découvrons au travers de cette nouvelle discussion de nombreux enseignements concernant le scaling de la fintech, notamment les principaux défis de ces 3 dernières années et la manière dont l'équipe a su les traverser. Nous parlons des recrutements avec la mise en place des équipes de chasse en interne, le sourcing des talents, la culture de la boîte, l'extension des services et la diversification de la typologie des clients, tant en termes de taille que de secteur. Ce Repeat Founders nous fait également part des choix d'outils, des rituels mis en place et de la manière dont ceux-ci ont évolué au fil des mois. C'est une véritable plongée dans les entrailles de la scale-up, un échange de bonnes pratiques et de bons conseils. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Arthur. Bonjour Solène. Merci de me retrouver à Hoxton pour Avec plaisir. un petit déj. Pour parler de Penny Lane, je te demande peut-être de te représenter à notre audience et puis j'expliquerai un petit peu le contexte de cette discussion. Hello à tous, donc moi c'est Arthur, je suis un des cofondateurs et le CEO de Penny Lane. Avant ça, j'avais créé une première boîte qui s'appelait Price Match. Et Penny Lane, du coup, c'est un outil tout en un de gestion financière et comptable pour les entreprises et leurs comptables. Super, alors tu es passé il y a 3 ans sur mon podcast, au tout début de Penny Lane. C'était le tout début. C'était le tout début et on s'était parlé, Covid oblige, en distanciel. C'était un peu moins sympa que maintenant. Et entre-temps, la boîte a vachement évolué. Vous avez au capital maintenant Sequoia, DST Global. Voilà, ça c'est le dernier tour de table de mémoire. Et plein d'autres super investisseurs. Donc je t'ai fait venir parce que je voulais faire un petit état des lieux avec toi de la croissance et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé toute cette période de scaling. Avant qu'on débriefe sur ça, j'aurais aimé que tu nous fasses que tu nous représentes Penny Lane et que tu nous donnes un petit peu des chiffres, que tu nous reprécises la proposition de valeur, qu'on voit un petit peu où on en est maintenant. Alors, donc, du coup, le constat de départ, c'était vraiment l'idée qu'aujourd'hui, il y a d'un côté les outils de gestion financière pour gérer ses achats, ses ventes, sa trésor, etc. Et de l'autre, les outils comptables. Et que le fait qu'il n'y ait pas une source de vérité financière unique, ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Ouais. La collaboration entre les comptables et la finance ou les dirigeants d'entreprise est pas fluide. Et surtout, on ne peut pas prendre des bonnes décisions si on n'a pas une source de vérité financière unique à jour. Ouais. Et donc nous, c'est ça qu'on vient faire. On vient reconstruire d'un côté Cegid, Sage, enfin, les acteurs historiques de la compta, qui sont d'une profondeur fonctionnelle énorme, mais des outils vieillissants. Et de l'autre, on vient reconstruire des briques chez nous, gestion des achats, gestion des ventes, gestion des notes de frais, etc. Je dirais des outils qui font le boulot. Et si quelqu'un a envie de plus que nos briques à nous, on a une architecture ouverte, tu peux connecter en API les outils spécialistes de chacune des briques. Je parle un Spendesk pour les dépenses, un Agicap pour la trésor ou autre. Donc soit tu prends tout chez nous, soit tu prends l'operating system, la base chez nous, et ensuite tu viens compléter avec des briques tierces. La boîte, elle a 4 ans, donc je pense que nous, on s'était vu il y a à peu près 3 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, on équipe 80 000 entreprises en France. Donc ça fait presque 3% des entreprises françaises. On équipe, ce qui a changé depuis 3 ans, c'est que donc on bosse avec de plus en plus de cabinets d'expertise comptable. En gros, il nous a fallu 18 mois pour avoir un premier cabinet qui mette un premier dossier dessus. C'est pas vrai. Parce qu'un comptable, il passe littéralement sa journée sur Penny Lane et tout ce qui compte pour lui, c'est la productivité. Ouais. C'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Et donc, avant de pouvoir prétendre remplacer, même que pour un dossier, un Cegid ou un Sage, c'est énormément de travail. Ouais. Donc 18 mois, il nous a fallu à peu près un peu plus de 24 mois pour avoir un premier petit cabinet qui mette un premier dossier, à peu près 36 mois pour avoir un premier gros cabinet en termes de nombre de dossiers qui bascule tout de Sage chez nous, et 48 mois, ce qui nous amène maintenant, pour avoir un premier cabinet très établi qui est le cabinet BDO,
Ouais, le bien sûr. 5e plus gros cabinet français qui J'allais y bascule ses clients chez nous. Super. Et ça veut dire qu'en gros, notre outil comptable, il arrive à maturité. Ouais. Il arrive... voilà. Et, Pourquoi ça? Attends, je t'interromps 2 minutes parce que j'avais en tête justement que ça faisait partie de vos personas. Et d'ailleurs, un de tes cofondateurs, Alexandre, que je salue, et lui-même a été comptable, est toujours comptable. Pourquoi ça a mis autant de temps parce qu'il n'y avait pas un produit suffisamment mature? C'est vraiment ça. En D'accord. fait, on est dans un marché où c'est extrêmement dur d'arriver à reconstruire. Encore une fois, la profondeur fonctionnelle d'un outil comptable Cegid Sage, c'est monumental. Ouais. Enfin, il faut faire toute la fiscalité, toute la comptabilité. Et donc, tu vois, pour te donner des exemples, BDO, ils ont dit c'est super, mais il vous manque encore ça, ça, ça. Donc là, on vient de sortir un module spécifique sur la compta des SCI à l'impôt sur le revenu pour automatiser de A à Z. Et ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que tu as déjà dans Cegid. Et si nous, on l'avait pas, ils perdraient au change en basculant chez nous pour gérer les trucs à l'usufruit, démembrement, nue propriété. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, là, maintenant, on a le socle et on a encore des poches où il faut aller matcher le feature set. Ouais. Top. Alors, ce qu'on disait avant qu'on en enregistre, c'est que de plus en plus aussi, Penny Lane offre des services bancaires et devient pour une grande partie de vos clients l'établissement de référence. Et moi, j'en ai parlé avec un service provider avec lequel je travaille qui m'a exactement dit ça. Donc, j'aurais aimé que tu approfondisses sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Donc, nous, on a maintenant l'outil comptable qui arrive à maturité. Historiquement, on vient plus du monde de la gestion. Donc, on te permet de gérer tes achats, tes ventes, ta trésor. Et c'est vrai qu'on est venu rajouter depuis maintenant un peu plus d'1 an un compte pro. Et effectivement, ça se passe super bien. On a maintenant 20% de nos clients qui ont adopté notre compte pro et de plus en plus de ces clients qui font de Penny Lane leur compte principal. Ça veut dire qu'ils encaissent leurs clients sur ce compte pro, ils vont émettre leur carte physique virtuelle, ils vont payer même leur salaire, enfin tout, c'est leur compte principal, compte pro. Et donc nous, pourquoi c'est très intéressant pour nous? Parce que ça permet d'automatiser un grand nombre de choses en compta, parce que notamment par exemple, si tu prends une carte dans ton compte pro Penny Lane, au moment où tu vas payer, tu vas recevoir une notification en temps réel sur ton mobile, tu vas direct prendre en photo, on sait que cette carte c'est tel utilisateur. Donc en fait il y a tout un tas d'infos qui sont juste pas disponibles dans les API des banques, et même Conto qui est la banque qui a la meilleure API sur le marché, typiquement savoir qui a fait la dépense avec cette carte-là, moi j'ai pas l'info dans l'API, ils viennent de rajouter une brique facturation, j'ai pas l'info dans l'API, parce que leurs produits non APIisés avancent plus vite que leurs produits API, quoi. Et donc là, moi je bosse avec Swan, qui est une banque qui est API first, c'est-à-dire eux ils ont que des clients en API, et donc forcément tout ce qu'ils exposent c'est APIisé, et donc j'ai le degré maximal d'infos. Autre intérêt bien sûr de mon compte pro, c'est que je l'inclus gratuitement, sans frais additionnels dans mon abonnement, que ça fait juste économiser beaucoup de sous à mes clients, quoi. Et alors, le fait que vous reposiez sur un banking as a service actuellement, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que dans la façon dont tu te projettes, pour toi, il y a 2 métiers différents et ça restera toujours comme ça? Ou est-ce qu'évidemment, tu envisages d'aller chercher des agréments pour que Penny Lane devienne réellement un établissement de crédit? Alors, je n'envisage pas, j'ai souvent la question, mais j'envisage pas, moi, de redévelopper un core banking system. Ouais. Je pense que Swan le fait excellemment bien et que c'est un boulot monstrueux également, parce que aujourd'hui ils sont en avance sur nous, il y a plein de trucs qu'ils ont déjà développés que nous on n'a pas encore eu le temps d'implémenter, que ce soit, je sais pas moi, là on va sortir la remise de chèque, et grâce à Swan, pour nous, ajouter la remise de chèque, c'est 1 semaine de dev, quoi. Ouais. Parce qu'eux, ils ont toute l'infrastructure qu'ils nous mettent à disposition. Le jour où on veut aller à l'étranger, Swan, ils ont déjà des IBAN allemands, ils ont déjà des IBAN espagnols. Enfin, t'as toujours un truc que tu veux faire en plus, et eux, ils sont en avance là-dessus. Et il y a un exemple, Square, par exemple, aux États-Unis, s'appuie toujours sur Marqeta pour les cartes. Marqeta, c'est une boîte qui est en bourse. Ouais. Square, c'est énorme. Et l'équilibre fait qu'ils ont trouvé ça plus pertinent de continuer de s'appuyer sur un BaaS plutôt que de faire ça eux-mêmes, quoi. Et donc, je pense que ce sera pareil pour nous. Top. Alors, parmi les 80 000 clients que tu as cités, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la typologie de PME qui vous ont rejoint? Est-ce que c'est plutôt des TPE ou ça commence à devenir de plus en plus gros? Alors, on est représentatif, je dirais, de la population française des entreprises. C'est-à-dire que tu as à peu près 30-40% de nos clients qui sont des indépendants, donc structure avec une seule personne. Et après, tu vas avoir 50% qui ont entre 1 et une vingtaine de salariés. Et du coup, les 10% restants, qui sont des boîtes de plus de 20 salariés. C'est représentatif, encore une fois, de la population française. Par contre, ce qui a changé depuis 3 ans, et même depuis plutôt 6 mois, 1 an, c'est qu'on équipe des boîtes de plus en plus grosses. Typiquement, cet été, on a signé notre plus gros client, une boîte qui a plus de 1000 salariés.
C'est la première fois qu'on se retrouvait en concurrence directe face à NetSuite d'Oracle et qu'on a gagné. Et donc on arrive à équiper des boîtes de plus en plus grosses, tout simplement parce qu'on voit que l'ERP parfois c'est un peu trop usine à gaz et qu'il y a des boîtes qui veulent garder des outils métiers. Et nous on est un très bon fit si tu veux garder des outils métiers très verticaux et avoir un outil moderne pour ta compta finance. Ouais, alors dans les catégories de clients que j'ai vues, alors évidemment je me réfère au site, il y a 4 catégories, il y a tout ce qui est e-commerce, start-up, PME et restaurant. Dans ces 4 catégories de clients, il y a vraiment des besoins hyper spécifiques avec des outils, je pense point of sales, etc. Comment vous avez développé votre plateforme pour assurer cette modularité suivant la typologie de clients ? Effectivement, nous, notre enjeu, notre complexité, c'est qu'on gère de l'indépendant jusqu'aux 1000 salariés et effectivement, toute verticale confondue. Historiquement, on a, nous, ciblé des connecteurs qu'on allait développer nous-mêmes. Ouais. La chance qu'on a, c'est que maintenant, comme on a 80 000 clients et une forte croissance, c'est maintenant les clients, en fait, on a assez de clients qui font pression sur leurs éditeurs de logiciels métiers pour que les éditeurs de logiciels métiers nous contactent nous et disent est-ce que je peux me connecter s'il vous plaît à Pennylen parce que sinon mon client il va aller chercher mon concurrent qui lui est connecté à Pennylen. Typiquement chez les caisses de resto aujourd'hui on est connecté à une bonne vingtaine. Du coup aujourd'hui ça a devenu un critère. Quand un restaurateur choisit une caisse, il va prendre une caisse. Récemment j'ai parlé avec une entreprise qui m'a dit j'ai choisi HubSpot parce que HubSpot c'est le CRM le mieux connecté à Pennylen. Donc ça devient un critère assez important. Ce qu'on fait nous maintenant du coup notre job c'est d'exposer les meilleures API, d'offrir une super expérience développeur à tous les développeurs de tous les logiciels tiers pour que eux ils fassent le boulot de se connecter à nous parce que nous c'est pas possible de maintenir nous-mêmes construire et maintenir nous-mêmes des connexions avec tout le monde. Et donc là on a notamment exposé récemment une API écriture comptable qui dans notre monde est l'API la plus bas niveau. Jusque là on exposait une API facture d'achat, facture de vente et avec une API écriture comptable tu peux virtuellement te connecter à tous les use cases. Ça peut être des outils de crypto qui vont venir t'envoyer des écritures de transformation crypto vers fiat. Ça peut être un outil du BTP qui gère toutes les spécificités du BTP bien en compta. Ça peut être un Spendesk. Tu vas te connecter à plein d'outils grâce à ça. Top. Alors comme je le disais en intro, j'avais envie de te parler aussi pour parler du scaling de la boîte et comprendre en fait la dynamique en interne qui s'était mise en place, qui s'était instaurée. À ton avis, en y réfléchissant, quels ont été pour toi les gros challenges auxquels vous avez été confrontés dans cette phase de transition et vraiment, moi je l'ai vu évoluer, je te suis presque, je dirais, de façon hebdo. Et est-ce que tu penses que ton expérience chez PriceMatch et puis ensuite chez Booking t'a vraiment aidé à avoir tout de suite cette vision macro Alors c'est sûr, nous on pense que notre expérience chez PriceMatch nous a énormément aidé et le passage chez Booking parce que c'est là qu'on a vu des grosses équipes at scale, etc. Je pense que ce qu'on a bien fait jusque-là, c'est qu'on a bien défini la mission, la vision et la stratégie ultra claire et bien partagée. Toute la boîte est au courant. Je pense qu'on a bien investi en tech et en produits. On est une boîte qui est product-led. Donc on a embauché beaucoup de product managers, de talents. On a, comme je disais, énormément investi en tech. Aujourd'hui, on est on est 340 dans la boîte. Et tu as sur ces 340, 180 en tech et produits. Ouais. Donc si tu regardes en proportion, c'est beaucoup comparé à d'autres boîtes. Plus de 50% de nos effectifs tech et produits. Ça a uniquement été possible grâce au remote first en tech notamment. Parce qu'on n'aurait pas pu recruter autant de développeurs de talent en étant que sur une ville, par exemple Paris. Ouais. Qu'aujourd'hui, c'est 95% de nos développeurs, notre tech qui est en remote. Et ensuite, sur ce qu'on a mis en place, le product manager ou la product manager a du coup un rôle clé, parce que son rôle, c'est de comprendre les besoins des clients, d'analyser les retours de nos équipes commerciales, support, etc. Et après, de certes prioriser et retransmettre ça aux développeurs, mais surtout, comme nos développeurs sont remote first, il faut retranscrire un peu la passion, l'excitation qu'il y a au bureau. Parce que tu le sais comme moi, mais si t'es trop loin du business, ça s'étiole. Ça s'étiole, quoi. Ouais. Donc, et jusque-là, je suis très content parce qu'on a une rétention des développeurs qui est exceptionnelle. Malgré le fait qu'ils sont en remote, ils restent engagés. On les fait venir quand même tous les 2 mois et demi à Paris. Ah, c'est pas beaucoup. J'aurais pensé tous les mois, non ? Ouais, non, tous les 2 mois et demi. Il se fait quand même du monde. Faut faire venir 130 personnes, 180 personnes. Ça, jusque-là, ça se passe super bien de ce côté-là. Je pense qu'on a aussi bien réussi. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas fait au début. Une erreur, mais on a fait monter des experts comptables en product manager.
En fait, on s'est rendu compte que sur les trucs vraiment techniques, les déclarations de TVA, l'alias fiscal, etc., c'était mieux de former des experts comptables au product management que d'essayer de former des product managers à la compta. Parce que la barrière à l'entrée, elle est juste trop haute. Et donc, on a pas mal bossé avec Noé, qui a un bootcamp de product management, un peu comme Le Wagon, mais pour le product management, monté par Maya, qui est l'ancienne directrice produit d'Aircall. Et donc, on a payé des formations Noé à maintenant 3 experts comptables chez nous, qui sont devenus PM et qui font un bien fou aussi dans l'équipe, quoi. Top. Alors, comment est-ce qu'on fait grandir cette culture ? Au départ, tu pars avec une quinzaine ou une vingtaine de personnes, tu te retrouves avec 350 personnes. Comment est-ce que tu mets en place cette culture au sein de l'entreprise ? Alors, je pense que le fait d'avoir cette mission, cette vision claire, de faire des choses concrètes pour la rendre vraie et concrète, quoi. Notamment, une de nos valeurs, c'est toujours penser aux clients d'abord. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui mettent ça en valeur, mais on essaie de trouver des choses plus concrètes qu'ailleurs. Donc c'est notamment que tu peux offrir une licence Pennylen à un proche pendant 1 an pour que tu aies quelqu'un autour de toi, comme tu disais, ton service provider, qui t'en parle et qui te dit ça m'a changé la vie ou pas. Là, on fait en sorte que tous nos salariés fassent des shifts de service client, y compris les développeurs, pour voir en vrai les plaintes des clients et que ça te fait te rendre compte un peu plus de ce que vivent tes collègues aussi. On essaie de faire intervenir autant que possible des clients dans nos meetings d'entreprise ou autres pour qu'on ait des vrais retours et qu'on... Des vrais gens, tu vois. Des vrais gens et qu'on développe de l'empathie auprès de nos équipes pour nos utilisateurs. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, sur ce qu'on a fait moins bien, ou en tout cas ce qu'on voit qui devient un challenge, je pense qu'avec le temps, il y a une histoire de silo qui peut se créer. Quand tu as des départements qui deviennent eux-mêmes trop gros, en fait, tu as un problème où nous, on est organisé historiquement en département, où tu as, le customer care, ils bossent entre eux, les sales, ils bossent entre eux, etc. Alors qu'en vrai, ils devraient tous bosser pour le client. Et donc là, on est en train progressivement de transitionner vers une organisation plus par segment client, par persona. Où en gros, nous, on estime qu'on a 4 segments. C'est les experts comptables, les petites entreprises, les grandes entreprises et tous les services financiers qu'on développe en plus. Et du coup, d'avoir plus un rôle un peu de GM par segment qui sache réunir le marketing, les sales, le support, le produit, etc. de tous les gens qui bossent pour, par exemple, les petites entreprises ou les indépendants ou autres. Et que du coup, on ait une expérience cohérente et que tout le monde rame dans le même sens pour ce segment-là, quoi. Quels outils tu mets en place ? J'avais beaucoup creusé le sujet avec Alan, sur un épisode où on avait parlé d'Alan avec Fabrice Stadt. Quel genre d'outils tu mets en place et quel type de communication tu déploies au sein des équipes ? Est-ce que c'est beaucoup sur l'écrit ? Est-ce qu'il y a des meet-up, une fois par semaine ? Concrètement, comment ça se passe ? Alors, d'ailleurs, on va aussi un peu faire évoluer ça, mais depuis le début de Pennylen, moi j'anime un weekly pulse tous les lundis matins, où je donne un peu les chiffres de la semaine passée, les objectifs, les alertes, attention, ce truc-là bouge pas assez vite ou autre. Et donc ça, c'est 20 minutes tous les lundis matins. Ensuite, on a un product update tous les mardis matins, animé par l'équipe produit, où c'est vraiment, on rentre plus dans le détail des nouvelles fonctionnalités produits sorties, etc. Et ensuite, une fois par trimestre, on a ce qu'on appelle le quarterly business review, QBR, où là, on va donner un update plus général sur le business. Et ensuite, tous les chiffres sont accessibles à tout moment, à tout le monde. Là, on a été rejoint il y a maintenant 2 mois par notre salarié, on va dire, le plus senior à date, qui s'appelle Eric, qui a passé 5 ans chez Nubank, la néobanque brésilienne, où il était GM d'une business unit là-bas. Il est arrivé quand ils étaient 400, il est resté 5 ans, il repart, ils sont 6000. C'est ça. Et donc il a vu la croissance folle de Nubank. Et donc lui, il nous rejoint pour nous aider à structurer et notamment bosser sur la partie compte pro, puisque il connaît ça, et avant il bossait chez Bain sur tout ce qui est services financiers. Et donc Eric qui nous aide pas mal à adapter nos rituels d'entreprise par rapport à ce qu'il a vu chez Nubank. Donc notamment ce qui est prévu, c'est d'essayer de donner plus de poids et plus de accountability à ce qu'on appelle nous l'extended leadership team, donc le N-1 du COMEX. On prévoit d'avoir toutes les 2 semaines un meeting qui dure 1 heure, ça qu'ils faisaient chez Nubank, où tu as à peu près 30 personnes. Et chacune des 30 personnes doit donner un update en 1 minute sur un key result. L'idée, c'est d'avoir un par truc... écrit, par oral par oral, mais tu dois avoir mis en avant genre un commentaire et lumière jaune, rouge, vert, quoi. Et l'idée, c'est que chacun, en 1 minute, doit dire la KPI dont moi je suis accountable, on est on track ou alors off track, ou on est off track mais on sait comment y retourner.
Et donc ça, on va le faire toutes les 2 semaines. Et vraiment pour que nos N-1 se sentent responsables d'une KPI, d'une métrique, et que tout ne remonte pas à nous. Et du coup, je pense qu'on va bouger sur des événements, le Weekly Pulse, qu'on va faire toutes les 2 semaines, mais peut-être sur des formats un peu plus engageants, plus avec des clients et autres, plus que moi qui dis juste des chiffres. Non, c'est clair. Mais justement, sur toutes ces initiatives qui évoluent au fil de la vie de la société, est-ce que toi, tu te fais accompagner concrètement ? Est-ce que vous avez quelqu'un dans l'équipe ? Est-ce que c'est le Chief People Officer qui va, si tu veux, être responsable d'une bonne gouvernance ? Moi, je suis très fan de la gouvernance, mais aussi de la faire vivre. Alors, c'est pas moi mon fort, j'aimerais bien être meilleur là-dessus, mais c'est notamment Félix, qui est mon associé COO, qui gère la gouvernance, un peu avec Eric, du coup, qui nous a rejoint. Et Eric, il était Chief of Staff quand il a rejoint Nubank, du CPO. Et donc l'idée, c'est justement de savoir mieux organiser nos off-sites et tout. On a eu notre off-site Comex jeudi, vendredi dernier. On a vu tout de suite un impact parce que on avait un agenda beaucoup mieux préparé. On avait tu vois, on est sorti vraiment avec des vraies décisions, des celles importantes, etc. Donc mais on se fait pas accompagner par quelqu'un d'externe. Top. Alors tu n'as pas complètement répondu à ma question il y a 10 minutes. Donc là, ça revient dans les challenges critiques, les éléments critiques ou vraiment des blocages que vous avez eus ces 3 dernières années. Est-ce qu'il y en a 2, 3 que tu as en tête et tu pourrais nous expliquer comment vous êtes parvenu à les dépasser ? Je pense que tu as des blocages sur le produit, tout simplement, où fallait régler des problèmes techniques complexes, mais je pense que c'est pas ce qui sera le plus intéressant pour ton audience. Je dirais que t'as vraiment un enjeu de comment on accompagne les cabinets dans le changement. Et donc ça, c'est un gros sujet pour nous. C'est à quel point il faut pousser ou justement être patient et leur laisser prendre leur temps. Donc pousser, ça veut dire faire du conseil ou dire allez, vas-y, mets des dossiers. Voilà. Donc du push produit. Voilà. Ou commercial, quoi. Je pense que les méthodes d'accompagnement des cabinets, enfin pour nous, c'est une grosse question toujours. C'est est-ce que tu fais un forum, est-ce que tu fais une académie, est-ce que tu envoies des gens sur place ? Et c'est des trucs ultra déterminants pour driver le succès ou non d'un déploiement dans un cabinet, une migration. Ça a été un sujet. Et du coup, on a essayé de parler autant que possible avec notamment des gens, des boîtes en dehors de France, les QuickBooks, Intuit, Xero, etc. Donc, de consulter pas mal des gens qui l'ont fait dans d'autres pays. Ça, c'était une méthode qu'on a prise. Un autre, alors c'est pas un bloqueur, mais c'est un sujet actuel pour nous. En fait, sur le segment des PME ETI, il se trouve que Sage, qui est le leader sur ce marché-là, il se distribue quasi exclusivement via des intégrateurs, donc de la vente indirecte, qui sont assis sur, c'est des licences, des montants de revenus de licence énormes. Et donc pour nous, une des grandes questions, ça a été au début, est-ce qu'on veut bosser avec ces intégrateurs ou est-ce qu'on veut pas bosser avec ces intégrateurs ? Bien sûr, un intégrateur, il faut le rémunérer. Et Sage, historiquement, les rémunère de façon très élevée. Au fur et à mesure, c'est dur de te faire ton avis. Puis tu peux pas y aller dans la demi-mesure parce qu'un intégrateur, en vrai, quand il bosse avec toi, c'est sa retraite, quoi. C'est comme ça, quoi. Vrai, Donc il peut pas se permettre de bosser avec un partenaire qui, dans 2 ans, dit en fait, j'ai plus envie de bosser avec des intégrateurs. En fait, je vais plus vous donner de commissions, etc. Et donc là, maintenant, on a pris la décision nette et affichée de bosser avec les intégrateurs. Donc on s'engage moralement vis-à-vis d'eux, de leur reverser des commissions, de maintenir ces niveaux de commission, de ne pas revenir dessus, etc. D'investir dans des ressources pour savoir former ces intégrateurs, supporter leurs vendeurs, supporter leur support client à eux, puisque c'est eux qui sont en front du client. C'est de la vente indirecte alors. C'est de la vente indirecte à fond. Et donc ça, c'était un assez gros sujet pour nous. Donc c'est plus des moments où on se dit on peut aller à gauche ou à droite, et c'est un choix fort et tu peux pas trop aller au milieu, quoi. Tu peux pas, faut un moment décider. Et ça, c'est assez complexe, je crois. Alors un des points que tu n'as pas du tout cité, et je suis étonnée, c'est le recrutement, et l'intégration des équipes, parce que tu es dans de l'hyper-croissance, tu lèves des fonds, tes investisseurs s'attendent à avoir certains KPIs remplis en déant un certain laps de temps. Comment vous êtes organisé pour aller recruter aussi rapidement et puis pour aller sourcer des talents comme le Eric dont tu as parlé tout à l'heure, qui était probablement au Brésil,
en interne ou comment est-ce que vous avez externalisé ça? Alors pour Eric spécifiquement, il était chez Nubank, qui est une boîte de Sequoia, il est français, il voulait revenir en France et donc il a regardé où Sequoia avait investi en France, parce que pour lui c'est une marque de qualité, et donc c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Après on a dû se battre parce qu'il avait des offres de Conto, Alan, etc. Mais donc Eric c'est comme ça. Sur le recrutement des différents talents dans la boîte, la décision forte qu'on a prise au moment où on a vraiment accéléré il y a maintenant 2 ans, c'est d'internaliser 100% du recrutement. Et donc on a monté une grosse équipe Talent Acquisition en interne. On a, je pense, réussi à recruter des gens forts en Talent Acquisition. Notamment, on a un recruteur qui a recruté on a Thomas Guillet qui est chez nous, qui a recruté énormément de monde. Et ensuite, du employer branding. Je pense que comme on est remote first, on a réussi à aller toucher des gens où il y a peut-être moins de concurrence. Merci. Alors, encore 2 questions, après je te laisserai partir. La première, on en avait parlé brièvement quand on s'était parlé la première fois, c'était à l'international. J'aimerais juste que tu nous en dises un mot. La façon dont, ce dont je me souviens de notre dernière discussion, c'est que vous aviez en tout cas buildé votre plateforme de telle manière que vous puissiez aller scaler rapidement à l'international. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus de là où vous en êtes et quelles sont vos ambitions en Europe? On construit toujours de manière à pouvoir scaler, mais pour le coup, ça c'est une chose qu'on a vraiment décalée par rapport à ce qu'on se disait il y a 3 ans. On veut vraiment pas se brûler les ailes et du coup on veut bien faire la France et donc on a pour objectif de commencer à bosser sur l'international l'an prochain. Mais jusque là on n'a rien fait à part Monaco qui a un plan comptable français. Donc on a de la demande pour le coup de l'international, soit des pays qui ont un plan comptable très proche du plan comptable français. Le Luxembourg en est un, tu as tous les pays d'Afrique francophone qui ont des plans comptables et qui sont équipés de Sage souvent. Et après le marché qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est l'Allemagne, où tu as un monopole de Datev qui a un outil extrêmement vieillissant, encore une fois extrêmement complet également, qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Et donc on aimerait bien aller titiller Datev à un moment. Enfin, de la recherche qu'on a faite, les problèmes que les experts comptables allemands ont sont exactement les mêmes problèmes que les experts comptables français. Et donc il faut juste par contre localiser. Et aujourd'hui, si tu me demandes quelle part de notre produit on peut réutiliser pour aller en Allemagne, je dirais que c'est à peu près 70% qu'on peut réutiliser et 30% où il faut vraiment reconstruire de zéro. En gros, ce que tu dois reconstruire de zéro, c'est les taxes et les intégrations. Parce que le POS market, il est encore très domestique, national. Les caisses en Allemagne ne sont pas les mêmes caisses qu'en France, etc. Après, ce qu'on peut réutiliser pour le coup, c'est toute la compta. La compta, elle est quand même assez proche dans les grands principes d'un pays à un autre. Et notre système, il est fait pour être assez s'adapter au. Tu importes, en fait, quand tu importes ton historique comptable, c'est ça qu'on prend comme plan comptable, quoi. On n'a pas un plan comptable défini ou on peut réutiliser toute la partie practice management software, donc un peu l'ERP du cabinet comptable qu'on a reconstruit chez nous. Et un expert comptable allemand, il doit, comme un expert comptable français, suivre le temps passé par dossier, facturer ses clients, etc. Et après, toute la partie gestion financière, elle, pour le coup, elle est assez facilement internationalisable. On l'a vu avec des boîtes françaises qui s'exportent avec succès, des Agicap, Spendesk, etc. Il n'y a pas un boulot énorme d'aller localiser pour un autre pays. Super. Alors, a posteriori, vis-à-vis de l'audience qui nous écoute, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des entrepreneurs qui nous écoutent, qui scale, qui viennent de lever, là, je sais pas, 10, 15 millions d'euros? Est-ce qu'il y a des points, des écueils à éviter? Alors, je sais plus ce que j'avais donné la dernière fois, il y a 3 ans, mais je te donne toujours le même. Je pense qu'il faut vraiment poser sur papier quelles sont les hypothèses fondamentales que vous faites qui supportent votre business. Donc nous, dans notre cas, c'était le fait qu'on fasse gagner du temps aux experts comptables et qu'en faisant gagner du temps aux experts comptables, ils allaient, eux, s'équiper de l'outil et équiper leurs clients. Le fait que les entreprises, elles seraient preneuses, acheteuses d'un outil tout en un pour avoir toutes leurs données financières et comptables au même endroit. Que du coup, notre go-to-market serait via les experts comptables. Je pense que c'est ultra important d'écrire ça et de challenger ces hypothèses et de trouver un moyen, si possible, de valider ou d'invalider. Parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte quand on vient de lever des fonds et tout, c'est une fois qu'on commence à prendre un chemin, faire demi-tour, c'est extrêmement dur. Donc, il vaut mieux prendre le bon chemin dès le début parce que vous allez mettre une énergie énorme. Et malheureusement, il y a beaucoup de boîtes où, et souvent, quand c'est sa première boîte, on a envie de foncer. C'était le cas pour moi également. Où en fait, tu prends tu prends un chemin et après, tu te rends compte que peut-être tu aurais dû prendre un autre, mais c'est trop tard, quoi. Ouais, et donc, tu vas juste, à la force du poignet, faire ce qu'il faut pour rester sur ce chemin et que ça marche. Mais
c'est pas forcément le plus efficace, quoi. Super, très bon conseil. Dernier point, je clôture sur une recommandation. C'est un petit peu mon habitude. Donc, quel bouquin tu pourrais nous recommander avant qu'on se quitte? Pareil, je sais plus ce que j'avais recommandé il y a 3 ans, mais alors moi je suis toujours fan d'un livre et qu'on utilise pas mal chez nous qui s'appelle Jobs to be Done, notamment écrit par les fondateurs d'Intercom, sur comment eux ils ont appliqué ça pour construire le produit Intercom et en gros comment tu considères que ton utilisateur il a un job à faire avec ton produit et comment tu l'aides à faire ce job et comment tu penses ça. Autre livre, alors après moi sur des sujets complètement différents, moi je suis assez fan de Thomas Piketty, donc tous les livres je trouve sur les inégalités, sur la taxation, je pense que il y a des trucs super intéressants là-dessus, ce serait mes recours. Merci Arthur, c'était top, merci d'être venu me rejoindre pour ce petit déj. À bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!